Tout ce qui est solide finit par laisser passer quelque chose. Ou bien il existe des noms qui résistent à être rayés, même par ceux qui vivent de l'effacement. Le professeur Jiang Xueqin tient une petite pierre noire dans sa main tremblante. Il la rapproche de la lumière et lit 3 mots qui pulvérisent un siècle de recherche sur David. Jiang Xueqin est archéologue et épigraphiste. Son métier, c'est de traquer des lettres presque effacées sur des pierres oubliées. Sous ses doigts, la poussière fine s'accroche parfois à des traits de stylet presque invisibles. Depuis 20 ans, il enseigne que David, Moïse et Abraham sont surtout des constructions littéraires. Ses étudiants le citent dans leurs mémoires. Ses livres circulent dans les départements de théologie. Tout repose sur une idée simple. Hors de la Bible, David n'existe pas. Un soir de juillet 1993, à Jérusalem, un collègue lui tend une photo noir et blanc. Un fragment de basalte, cassé, couvert de caractères araméens. Une nouvelle découverte venue d'un site du Nord, Tel Dan. Jiang survole les lignes, habitué à ce genre d'annonce. Puis son regard se fige sur une séquence de 6 consonnes, alignées, nettes, impossible à ignorer. Bit, DWD, maison de David. L'image est floue, le texte fragmentaire, mais la date proposée, vers le 9e siècle avant notre ère, lui donne la nausée. Tout ce qu'il a construit vacille en une seconde. Dans son bureau, Jiang pose la photo sur la table. Il sort un crayon, entoure bit DWD et force son esprit à se calmer. Il commence par l'explication la plus rassurante. Il attend. Hypothèse A. C'est un malentendu. DWD ne serait pas un nom propre, mais un mot commun. En sémitique, Dod peut signifier bien-aimé, parfois oncle. Peut-être s'agit-il d'un titre affectif, pas d'une personne. Maison du bien-aimé, un sanctuaire local, un clan obscur. Ou alors un lieu dit disparu, un village minuscule dont le nom n'a survécu nulle part. La Bible aurait récupéré ce terme pour construire après coup un héros dynastique. Il suffirait de montrer qu'ailleurs, DWD apparaît comme toponyme ou titre cultuel, et la panique retombe. Puis il lit le rapport complet, la translittération, le contexte stratigraphique, et cette hypothèse explose. Aucun autre site ne livre un lieu nommé DWD. La structure de la phrase désigne clairement une entité politique, et le mot « maison » renvoie partout, dans les inscriptions voisines, à une dynastie royale. Jiang recule sur sa chaise. Il passe à autre chose. Hypothèse B. Maison de David existe, mais elle ne prouve pas David. On connaît bien ce mécanisme. Des royaumes se créent des ancêtres imaginaires. Un groupe politique se soude autour d'un nom fondateur, comme un totem. Au IXe siècle, un roi de Juda aurait besoin d'une origine prestigieuse. Les scribes forgent alors un ancêtre éponyme, David, à partir d'un vieux titre cultuel ou d'une figure poétique, et imposent progressivement Maison de David comme marque de pouvoir. Un royaume voisin, Aram-Damas, reprend cette désignation par simple usage diplomatique. La pierre de Tel Dan n'attesterait donc que la force d'une propagande déjà installée, pas la réalité d'un berger poète devenu roi. Plus Jiang aligne les arguments, plus une autre possibilité le ronge. Si un ennemi étranger adopte cette expression sans la contester, c'est que l'idée d'une dynastie issue de David est déjà ancrée des 2 côtés de la frontière. Le nom n'est pas seulement un slogan interne, il structure la carte mentale de la région. Tout ce qu'il tenait pour pure invention littéraire semble avoir une base plus ancienne, plus solide que prévu. Le doute reste. Hypothèse C. Reste une piste beaucoup plus dérangeante pour lui. Et si la maison de David désignait bien une lignée réelle, issue d'un homme nommé David, mais que cet homme n'avait presque rien à voir avec le souverain triomphant des récits bibliques? Et si l'inscription confirmait le nom, tout en réduisant drastiquement la taille, la puissance, l'éclat de ce David historique? Au lieu de sauver les récits, la pierre les ratatinerait. Les semaines suivantes, Jiang dort mal. La nuit, il revoit ces 6 consonnes. Le jour, il enseigne encore les mêmes schémas. Monarchie unifiée douteuse, absence de sources externes sur David, construction théologique tardive. Ces diapositives n'ont pas changé. Lui, si. Il décide d'aller voir la stèle de près. À Jérusalem, dans la salle climatisée du musée, la sécurité le fait attendre. Il retire discrètement ses lunettes pour essuyer la sueur qui coule le long de son nez.
Pas à cause de la chaleur, à cause de ce qu'il redoute de reconnaître. Devant la vitre, le basalte noir est plus petit qu'il ne l'imaginait. Les fractures coupent des phrases en plein milieu, des lacunes béantes. Il se penche, presque collé au verre froid, jusqu'à sentir une douleur nette dans le bas du dos. Le conservateur rit doucement, lui tend un tabouret. Jiang refuse. Il veut sentir ce tiraillement physique, ce blocage dans la colonne, comme si son corps résistait à ce qui est gravé là. Silence court. Il lit la ligne. Bit DWD. Les lettres sont nettes, tracées avec assurance. Pas de doute de lecture, pas d'encre moderne, pas de regravure suspecte. Il a étudié assez de faux pour reconnaître les maladresses. Ici, tout respire le 9e siècle. Autour de lui, des groupes de visiteurs lisent le cartel. Première mention extra-biblique possible de la maison de David. Ils chuchotent, prennent des photos, repartent. Pour eux, c'est une curiosité. Pour lui, c'est un mur. Ce mur, ce n'est ni la religion ni les croyants. Ce n'est pas non plus la peur de donner raison à des courants conservateurs. Ce qu'il ne parvient pas à franchir, c'est beaucoup plus intime. Sa propre théorie, patiemment montée contre autre chose que David. Toute sa carrière s'est construite en réaction à un discours qu'il jugeait naïf. La Bible comme reportage historique. Il a combattu cette vision avec des articles, des conférences, en répétant que sans source contemporaine, il fallait suspendre le jugement. La figure de David était devenue pour lui un symbole. Prouver son inexistence, c'était prouver la nécessité de la méthode critique. Face à la stèle, il réalise que son adversaire a changé. Ce n'est plus un prêcheur, mais la pierre elle-même. Il sent une tension lui serrer la gorge. Le détail qui le tue, ce n'est pas le nom, c'est la banalité du contexte. Un roi araméen se vante de victoire, cite un roi d'Israël, un roi de Juda, remercie son Dieu. Rien de miraculeux. Juste de la politique, de la guerre, des dynasties qui s'entretuent. Et au milieu de cette prose de vainqueur, Maison de David apparaît comme si tout le monde savait de qui il s'agissait. Personne n'explique qui est David. Personne ne raconte sa vie. Le nom fonctionne déjà comme évidence partagée. Ce constat le bloque davantage qu'une preuve éclatante. S'il s'agissait d'un texte qui confirmait le géant Goliath ou la prise de Jérusalem, il pourrait le ranger dans la catégorie propagande, embellissement, récit. Mais ici, il n'a qu'un nom sec, dépouillé, utilisé par un ennemi, pas une histoire à rejeter, un simple référent à accepter ou à contourner. Le temps passe. Jiang tente de se cramponner à autre chose. L'absence de palais certain à Jérusalem pour l'époque supposée de David, les débats sur la chronologie basse, les niveaux d'occupation modestes de Juda. Il rassemble ces éléments comme des pierres pour bâtir une digue intérieure. Si le royaume était petit, peut-être que David n'est qu'un chef de clan gonflé par la suite. Cette pensée le rassure un instant, puis la douleur au dos revient, lancinante. Sa théorie n'explose pas, elle se fissure lentement, sous le poids d'un détail trop précis pour être ignoré. Dans les colloques où Jiang se rend, un consensus s'impose en quelques phrases. La stèle est authentique, datée du 9e siècle, et Maison de David désigne très probablement une dynastie judéenne. Pourtant, dans les discussions de couloir, le débat se déplace sur une nuance inattendue. Oui, il y a une dynastie ainsi nommée, mais cela ne dit presque rien sur la taille réelle du royaume, ni sur la fidélité des récits de Samuel. Et lorsqu'il suggère que le nom même de David pourrait rester purement symbolique, certains collègues se ferment brutalement. Ils acceptent de réduire le royaume, de plafonner sa puissance, mais ils refusent d'ouvrir la porte à l'idée que leur unique ancrage épigraphique soit à nouveau aspiré par l'incertitude. Un flottement s'installe. Peu après, Jiang est invité à donner une conférence publique sur David après Tel Dan. La salle est pleine. Des étudiants, des curieux, des croyants, des sceptiques. On lui a demandé un titre accrocheur. Il a choisi une formulation prudente, presque fade. Mais en montant sur scène, ses mains tremblent encore un peu. Il commence avec ce qu'il répétait depuis des années. Les récits sur David dans Samuel et les rois sont tardifs, retravaillés, théologiques. Il décrit le berger de Bethléem, le musicien de cour, le fugitif, le conquérant de Jérusalem, le fondateur d'un royaume dit uni. Il rappelle l'absence de documents administratifs, l'absence d'archives royales contemporaines, l'absence, avant Tel Dan, de toute mention extra-biblique de ce nom. Puis il s'arrête. Long silence. Il affiche la photo de la stèle. Zoom sur la ligne. On lit nettement. Bit DWD.
Il explique la lecture, sans emphase. Il montre comment l'expression « maison de X » fonctionne ailleurs pour désigner des dynasties. Comment, autour, le texte parle d'un roi d'Israël et d'un roi de Juda. Comment la chronologie rapproche le tout d'un contexte de conflit entre Aram, Israël et Juda. Une partie du public sourit, soulagée, comme si la pierre venait enfin prouver leur héros. Une autre partie se crispe, redoutant que tout soit récupéré. Jiang voit ses réactions. Il sait ce qu'on attend de lui, un verdict net. Soit David, mythe complet, malgré Teldan, soit Teldan prouve tout. Il prend une grande inspiration. Sa voix se fait plus lente. Il raconte sa propre illusion. Pendant longtemps, dit-il, il a cru possible de tenir deux choses à la fois. Une critique radicale des textes bibliques et un vide total de preuves sur David. Dans cette configuration, David devenait presque un outil pédagogique. Une silhouette commode pour montrer comment un personnage peut être fabriqué par la littérature. Il admet qu'il s'est attaché à cette clarté. Elle rendait son enseignement simple, tranché, presque confortable. Cette illusion s'est effondrée devant 6 lettres gravées. Pas parce qu'elle remplirait soudain tout ce que les récits racontent, mais parce qu'elle brise la netteté du tout ou rien. Il explique que la stèle ne dit rien de Goliath, rien d'un royaume s'étendant du fleuve d'Égypte à l'Euphrate, rien des intrigues de cour. Elle atteste seulement qu'au IXe siècle, un ennemi de Juda connaissait et utilisait l'expression « maison de David » pour désigner la dynastie régnante. C'est peu, c'est immense. Ce qu'il croyait vrai qui s'effondre, ce n'est pas la méthode critique. C'est l'idée qu'on pouvait, par simple cohérence intellectuelle, effacer David du champ de l'histoire sous prétexte que les récits le magnifient. Ce qu'il découvre à la place est bien moins flatteur pour tout le monde. Un David probablement réel, mais beaucoup plus limité, plus opaque, plus modeste que l'un ou l'autre camp ne le souhaite. Ni héros de catéchisme, ni fantôme inventé. Plutôt un chef local, devenu nom de dynastie, dont la mémoire a été étirée dans tous les sens. Il dit à la salle que Teldan ne donne pas de victoire définitive à qui que ce soit. Les partisans d'un David glorieux doivent avaler que leur seule preuve externe le réduit à une simple étiquette dynastique citée par un ennemi. Les sceptiques doivent accepter que ce nom, gravé dans la pierre, oblige à parler d'autre chose qu'un vide total. Chacun perd quelque chose. Au moment des questions, une étudiante lève la main. « Alors, professeur, David a existé ou pas ?» Jiang la regarde longtemps. Il pense à la douleur dans son dos devant la vitre du musée, à ses articles, à ses livres, à la stèle muette qui ne raconte rien d'autre que sa propre existence. Il répond lentement. La bonne question, désormais, n'est peut-être plus « David a-t-il existé ?», mais « Combien de choses sommes-nous prêts à simplifier pour que cette réponse nous rassure ?» Dans la salle presque vide du musée, la stèle de Teldan repose derrière son verre, sous une lumière froide. Les lettres araméennes projettent de minuscules ombres sur le basalte noir. Un enfant pose sa main contre la vitre, à la hauteur de bit DW, puis se retire en laissant une trace grasse. Le gardien passe un chiffon humide, efface l'empreinte, et les 6 consonnes réapparaissent, intactes, silencieuses.